La pluie tombait en biais sur la rue de Castiglione, striant de reflets gris l'asphalte devant le palais Vendôme. Derrière les verrières d'un restaurant étoilé, où les bouquets d'orchidées paraissaient flotter dans l'air, on avait choisi, ce soir-là, de conjuguer le pouvoir au présent. Cristal, cuir, fourchettes fines qui s'entrechoquent comme des ponctuations, tout respirait une opulence tranquille, le genre qui ne s'excuse de rien. À la table du fond, près des banquettes couleur cognac, on reconnaissait Richard Valois, l'homme dont la presse économique répétait qu'il ne perd jamais. Costume bleu nuit ciselé, montre aux aiguilles fines, visage classique, où ne transparaissait qu'un calme étudié. Autour de lui, 3 hommes de son calibre, directeurs de fonds, conseillers, prédateurs à la voix basse. Un dossier attendait, posé entre les verres soufflés, et un stylo plume que la lumière caressait comme un bijou. L'accord qu'il s'apprêtait à conclure, chuchotait-on, allait rationaliser un secteur entier, c'est-à-dire le broyer en silence. Le balai des serveurs passait comme un souffle. Émilie Laurent, tablier noir impeccablement repassé, voyait tout, les mains sûres, le hochement de tête imperceptible qui vaut signature, la façon qu'ont les très riches de parler d'agrandir le monde en retirant aux autres des mètres carrés de vie. Ses yeux s'attardaient parfois, malgré elle, sur le dossier. Elle n'en lisait pas les clauses, mais elle savait. Ces papiers-là avaient la même odeur que le jour où sa père avait perdu sa boulangerie de Ménilmontant, rachetée, optimisée, avalée. Richard se redressa à peine. On apporta le dessert, une sphère de chocolat qui se fendit sous un filet tiède, révélant un cœur de praliné comme une comète. Les hommes rirent, puis vint l'instant du stylo. Les doigts de Richard, certains, s'avancèrent. Le point de bascule. Émilie se trouva là, sans avoir eu le temps de se demander si c'était de la folie. Elle s'approcha juste assez pour que sa voix n'appartienne qu'à lui, une bulle de souffle au bord du silence. Ne signez pas ça. Le monde s'immobilisa d'abord en lui. Le murmure ricocha, minuscule et explosif, et finit par atteindre la périphérie. Les conseillères arrêtèrent de respirer, un serveur se figea, la sphère de chocolat retint sa fonte. Richard tourna à demi la tête, accrocha 2 yeux clairs dont la peur n'avait pas réussi à éteindre la flamme. Il aurait dû rabrouer, humilier, demander le maître d'hôtel. Il ne fit rien de cela. Dans ce regard-là, il surprit une chose qu'il n'avait plus vue depuis longtemps, une inquiétude qui n'attendait rien de lui. « Pardon » articula-t-il, si bas qu'il n'était pas certain de s'être entendu. « Ne signez pas » répéta Émilie, la gorge serrée. « Ce contrat va fermer des commerces. Il va fermer des boulangeries. Sa voix vacilla une fraction. Il va fermer la mienne. Enfin, celle de mon père. » Une bouffée de chaleur monta du col de Richard à ses tempes. Les autres, autour, s'éclaircirent la voix, prêts à remettre le monde à l'endroit. Richard, fit Jouve, l'associé à la cravate grenat, nous avons passé 6 mois à verrouiller ceci. C'est un chef-d'œuvre. On signe. Richard resta silencieux, la forme du stylo dans la paume comme un rappel. Depuis quand un inconnu pouvait-il créer un tel remous dans son bocal étanche? Il pensa à Clara, sa femme partie sans un cri un printemps, laissant une maison de l'avenue Foch, pleine de tableaux et vide de phrases. Il pensa à Noé, son fils, qui avait réduit leurs échanges à des hoquets, secs, comme des clous plantés dans une planche. Il pensa, enfin, à la première boutique qu'il avait rachetée à Saint-Ouen, la promesse de rationaliser, déjà, et la photo du fondateur, accrochée derrière la caisse, Dieu local déposé de force. Il posa le stylo, le bruit si léger qu'il produisit était une déflagration. Les mâchoires se crispèrent, les chaises s'avancèrent, les voix s'aiguisèrent. « Qu'est-ce que tu fais » gronda Jouve. « On a un timing, des banques, des fonds, tu ne vas pas te laisser impressionner par une serveuse, compléta le troisième, sourire bref et meurtrier, comme on claque une porte. » Richard ne répondit pas à eux. Il s'adressa à elle. « Votre nom » Émilie Laurent. « Merci mademoiselle Laurent. » Il se leva. C'était comme se lever contre le vent. Autour, l'air se chargeait de potins futurs, d'appels furieux, d'actions qui tremblent à l'aube. La réunion est terminée. On reprendra demain, ou jamais, dit-il enfin, presque doux. Les 3 hommes sortirent en avalanche contenue, laissant derrière eux un sillage de parfums amers. Émilie, elle, cherchait l'angle d'ombre où disparaître. Elle craignait d'avoir tout gâché, sa soirée, son emploi, peut-être même sa fierté. Quand elle sentit la présence de Richard à 1 mètre d'elle, elle voulut s'excuser. Il leva une main, paume ouverte, comme on arrête la pluie. « Vous m'avez rendu un service que vous ne mesurez pas. Merci, faut ne mesurer pas. » La nuit accrocha Paris à ses gouttières. Dans la voiture qui glissait le long des quais, Richard rouvrit mentalement le contrat, un millefeuille de clauses lisses où se cachaient des dents. L'insomnie fut entière. À 4 heures, il était déjà dans son bureau de la Défense,
tour de verre qui se reflète elle-même jusqu'au vertige. Il convoqua Lisson, sa directrice juridique, exigea les annexes, les études d'impact, les subtiles projections qui transforment des humains en flux. Il lut, longtemps, et plus il avançait, plus la froide beauté du mécanisme lui donnait la nausée. Derrière chaque gain, un licenciement. Derrière chaque synergie, une fermeture. Derrière chaque optimisation, un commerce de quartier qui baisse le rideau, un boulanger qui serre ses clefs, une fille qui déménage son enfance dans des cartons. À midi, il appela Jouve. On annule, dit-il. Et si tu me parles de manque à gagner, je t'enverrai la note de ce qu'on gagne à dormir la nuit. Tu es fou, Richard. Le marché ne pardonne pas les états d'âme. Alors qu'il s'habitue à mes états d'âme, il raccrocha. L'après-midi, il descendit de sa tour. Boulevard de Belleville, rue Oberkampf, rue de la Roquette, les trottoirs teintaient ses chaussures de réel. Il entra dans une brasserie, où l'on sert les cafés trop chauds, dans une mercerie où l'on parle de laines en saison, dans une petite imprimerie, qui sent la colle et les projets d'affiches pour les fêtes d'école. Il demanda « Comment tenez-vous » On lui répondit « Comme on peut ». Les voix avaient un poids que ses tableaux Excel n'avaient jamais supporté. Le soir venu, il traversa Ménilmontant. Sans chercher, il reconnut la boulangerie d'Émilie, rideau métallique peint d'un soleil maladroit, adresse qui souriait encore dans l'effacement. Il posa sa main contre le métal froid. La pluie avait cessé, 3 semaines plus tard, Richard franchit à nouveau la porte du restaurant, le même parfum d'orchidée accroché au mur. Il avait changé, ça se voyait dans la façon qu'avaient ses épaules de ne plus vouloir toucher le plafond. « Pourriez-vous appeler mademoiselle Laurent, s'il vous plaît » demanda-t-il au maître d'hôtel. Émilie apparut, un peu trop droite, un peu trop prête à s'excuser pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Richard se leva à son approche, comme on se lève devant une vérité. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle hésita, regarda ses collègues, puis s'assit, les mains rassemblées comme on protège une flamme. « Je vous dois une réponse, reprit Richard. J'ai annulé l'opération. » Elle cligna des yeux. « Et j'ai passé 15 jours à faire quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps, écoutez. Des gens, leur travail, leur peur, leur courage. Alors, j'ai créé une fondation. » Elle ne bougea pas. Le mot la traversa. La Fondation Seconde Chance. Sa mission sera d'aider les petites entreprises fragilisées par nos appétits de géants, d'accompagner les parents isolés, de financer des reconversions et de reconstruire des rues, avant qu'elles ne deviennent des couloirs. Le silence entre eux se remplit d'une lumière qu'aucun lustre ne savait donner. Et j'aimerais, il marqua une pause, chercha ses mots comme on essaie une clé. Que vous la dirigiez. La phrase resta suspendue, impossible, puis terriblement plausible. Émilie sentit ses doigts trembler contre la nappe. Elle pensa à la caisse enregistreuse de son père, à l'odeur du pain du matin, à la dignité du travail simple. Elle pensa à ses fins de mois, qui ne finissaient jamais vraiment. Et elle se surprit à penser, aussi qu'elle en était capable. « Je ne suis pas diplômée, souffla-t-elle. Alors nous embaucherons des diplômés, et nous apprendrons. » Il eut un sourire inédit, un sourire qui savait qu'on peut s'incliner sans perdre. « Vous avez ce qui manque à presque tout le monde autour de ces tables, un or. » Elle hoqua la tête, une fois comme on accepte un destin. « Ouah, ouah, des mains pas, que bruire !» Elle courut, posa, s'installa. Pendant que certains parlaient de lavage d'images, la Fondation Seconde Chance avançait comme on répare lentement concrètement. Dans un local au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien de la rue du Faubourg Saint-Denis, on installa des bureaux en bois clair, des plantes qui tombaient en cascade, et sur les murs, des cartes de Paris où l'on plantait des punaises colorées, boulangerie, soutien au loyer, cordonnier, microcrédit, librairie, campagne d'abonnement, atelier textile, formation. Émilie arrivait tôt, repartait tard. Elle apprenait les budgets, les dossiers, les arbitrages qui piquent la conscience, elle apprenait surtout à tenir le cap sans devenir dure. Richard venait chaque semaine, parfois en retrait, parfois au milieu, posant des questions naïves qui soulevaient le tapis. Un matin, ils se retrouvèrent devant le rideau de la vieille boulangerie de Ménilmontant. Le métal, cette fois, s'éleva dans un grondement. Derrière, les murs avaient été repeints d'un blanc simple, les étagères remontées, le four révisé. Sur l'enseigne, Laurent s'écrivait à nouveau, droit, discret, massif. « On ouvre quand ?» demanda Richard. Émilie sourit. « Samedi. » Il y eut ce samedi. Une file se dessina dès l'aube, faite de voisins à qui on n'avait pas eu besoin d'expliquer pourquoi c'était important. Les premiers pains sortirent du four avec ce bruit de croûte qui craque, et ce parfum qui vous installe une chaise dans la poitrine. Émilie, tablier noué, servait et riait, et retenait des larmes. Richard, au fond, portait des sacs de farine comme un apprenti maladroit. Personne,
Ce jour-là, n'utilisa le mot communication. On parlait de mie, de cuisson, de levain. Le soir, Émilie ferma la caisse. Elle laissa sa main dessus une minute. Puis, elle la rendit au comptoir, comme on rend une relique à son hôtel. Merci, dit-elle à Richard. C'est vous la preuve. La preuve de quoi? Qu'un murmure bien placé fait lâcher les digues. Les mois passèrent. Paris a pris de nouveaux chemins. On allait à la fondation pour déposer un dossier, mais aussi pour donner un coup de main. Des juristes bénévoles vinrent le soir, des anciens comptables proposaient des ateliers, un graffeur d'Aubervilliers peignit sur un mur une grande fresque, des mains qui se tiennent au-dessus d'une ligne de toit, avec, au centre, un simple mot « ensemble ». Dans la tour de la Défense, certains actionnaires levèrent des sourcils, puis des objections, puis des menaces. Richard les laissa parler, puis il sortit un tableau qu'il ne connaissait pas, la fidélité. Les chiffres montrèrent que la réputation tenait les clients mieux que des remises, que les talents savaient trouver la porte qui mène au sens, que la croissance n'était pas une diagonale qu'on trace au feutre, mais un jardin qu'on arrose. Un soir d'automne, on organisa la première soirée anniversaire de la fondation. La gaieté lyrique prêta sa salle. Des photos défilaient, un cordonnier qui avait doublé sa clientèle grâce au numérique, une couturière qui avait formé 3 stagiaires, un libraire qui avait recruté un apprenti, un gamin qui lisait tout à l'envers quand il était petit, et qui désormais dévorait les rayonnages. Émilie, sur scène, avait les mains un peu moites. Elle s'avança, le micro restitua une respiration, puis une voix qui avait grandi d'1 an. « Bonsoir, je ne suis pas oratrice. Je suis la fille d'un boulanger qui a appris à compter les pièces jaunes pour payer la farine. Ce que j'ai à dire tient en une phrase, et je l'ai compris le jour où j'ai murmuré. Ne signez pas ça, à un homme qui avait pour habitude de n'écouter que lui-même. Parfois le courage tient dans un souffle. Parfois, une phrase qu'on murmure pour sauver quelque chose de petit finit par sauver quelqu'un de grand, et encore mieux, finit par nous sauver tous un peu. » Elle respira. Dans la salle, on entendit le froissement de quelques mouchoirs. Et je veux ajouter ceci, nous n'avons pas besoin d'être puissants pour faire basculer une histoire. Nous avons besoin d'être justes, tenaces, et ensemble. Elle chercha Richard du regard. Il était là, debout au milieu du public, simplement un homme parmi d'autres, les yeux clairs et brillants. Ce soir, je n'applaudis pas un milliardaire repenti. J'applaudis un homme qui a accepté de changer. Et j'applaudis chaque personne ici qui a donné une heure, un conseil, un billet, un sourire. Parce que nos villes ne se sauvent pas à coups de signature. Elles se sauvent à coups de main tendue. La salle se leva. Pas un de ces standing ovations programmées, une vague qui part du fond, qui gagne le milieu, qui emporte le devant, et qui vous laisse un goût de mer dans la bouche. Richard resta debout longtemps, sans bouger. Il pensait à la maison de l'avenue Foch, plus légère, désormais. À Noé, son fils, venu ce soir-là, qui lui avait serré la main trop fort pour que ce soit seulement de la politesse. À Clara, dont il n'attendait ni retour ni pardon, mais à qui il aurait voulu dire « Regarde, j'apprends ». Après les applaudissements, il monta sur scène. Il n'avait pas prévu de parler. On lui tendit un micro, il regarda Émilie, sa directrice, sa boussole, celle qui la première lui avait dit non, et il se dit que l'on a parfois l'honneur d'être remis au monde par des inconnus. « Je n'ai qu'une phrase, dit-il. Il se tourna vers la salle. Je suis venu ce soir pour demander pardon, pas avec des mots, mais avec des actes. Tenez-moi à mes promesses. Ce fut tout, et ce fut suffisant. N'écris pas la fin d'une histoire qui a décidé de continuer. Il y eut des retours de flamme, des dossiers rejetés, des semaines où l'argent manquait, des matins où Émilie doutait, des nuits où Richard rageait contre l'ancienne tentation de la ligne droite. Il y eut aussi des victoires qui n'intéressent jamais les journaux et qui changent la vie, une mamie à qui on rend son pressing, un réfugié à qui on trouve une machine à coudre, une classe de CM2 qui visite une imprimerie et rentre le regard allumé. 1 an après, Ménilmontant sentait à nouveau le pain chaud à 6 heures. Le soleil maladroit sur le rideau avait été conservé, la ville a besoin de ses maladresses. La fondation, elle, avait ouvert 2 antennes, Saint-Denis et Ivry. Un jour, un mail arriva d'une petite ville de Corrèze. Est-ce que Seconde Chance peut pousser jusque chez nous? Ici aussi, il y a des rideaux à remonter. Émilie transféra le message à Richard avec 4 mots, on y va quand? Il répondit dans la minute, la semaine prochaine. Le soir, ils se retrouvèrent par hasard sur le pont Charles de Gaulle. La Seine roulait lentement son gris vert. Les trains filaient, au-dessus de gare en gare, comme des phrases lancées loin. Vous savez ce qui me frappe, dit Émilie, adossée à la rambarde. Ce n'est pas que les choses changent. C'est qu'elles changent quand quelqu'un ose le premier geste. Un murmure souffla Richard. Oui, elle sourit, et puis un autre.
Et puis un autre. On dirait un cœur discret. Il hocha la tête, la ville étirait ses lumières. Une péniche passait, basse, obstinée. Merci de m'avoir appris à perdre, dit-il. Perdre quoi? L'arrogance de croire que réussir, c'est gagner seul. Ils restèrent là un moment, deux silhouettes sur un pont parmi tant d'autres. On pouvait croire que rien ne se passait. Et pourtant tout était en train de se passer, dans une boulangerie où l'on pliait des sachets Kraft, dans un atelier où la couture reprenait le fil, dans un bureau où l'on dessinait un plan pour ouvrir un cinéma de quartier, dans un cœur qui battait plus large parce qu'il avait appris à écouter. Paris, ce soir-là, n'avait ni triomphé ni déchu. Elle avait fait de la place. Et quelque part, dans le bruissement de ces avenues, on entendait encore, si l'on tendait l'oreille, la phrase qui avait tout déclenché, simple, ténue, indiscutable.